Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque. Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 4 novembre. Benoît et Beau, duo d'artistes peintres franco-chinois, sont en plateau pour nous présenter Jardin des Monts et des Mers, une exposition qui mêle le numérique à la peinture, présentée à la Commanderie des Templiers d'Elancourt jusqu'au 29 novembre. Jean-Philippe Luce, adjoint au maire chargé de la culture à Bois d'Arcy, nous rejoindra en plateau pour nous inviter au lancement de la première édition du Festival de la bande-annonce le 7 novembre. Retour sur le spectacle Notre peur de naître de Fabrice Mourgia avec en plateau Vladimir Steyer, assistant metteur en scène. Un spectacle qui questionne l'expression de la solitude de l'homme moderne à l'ère du virtuel. Tout de suite place à nos premiers invités. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et bonsoir Beau. Bonsoir. Alors je disais, votre duo, en fait, vous êtes rencontrés en 2002 et le duo Benoît plus Beau s'est formé en 2005. Expliquez-nous comment a eu lieu votre première rencontre. C'est très simple. Moi, j'étais parti en Chine pour un voyage où j'exposais moi-même mon travail. Et puis, j'ai trouvé un travail en Chine, un travail plus alimentaire, dans une école d'art où j'ai rencontré Beau, qui était étudiant dans l'école d'art. D'accord. C'était à Tianjin. Et donc, à partir de là, vous avez décidé de commencer à peindre à quatre mains, c'est ça? Pas tout de suite. On a commencé à faire des photos ensemble, une série de photos. Et Benoît venait d'arriver en Chine. C'est un monde qui lui était complètement étranger. Et donc, je lui servais en quelque sorte de guide. Et ensuite, petit à petit, notre travail s'étend à la peinture, à la sculpture et aux autres médias ensuite. Donc vous avez démarré de la photo en passant par la peinture et vous présentez donc actuellement une exposition à la Commanderie des Templiers qui s'appelle Jardin des Monts et des Mers jusqu'au 29 novembre. Et alors là, en fait, on voit bien les toiles de base que vous avez peintes ensemble, puis vous les avez retravaillées sur ordinateur. Expliquez-nous un peu votre travail, Benoît. Donc, on commence par faire un dessin ou une peinture en choisissant un thème chacun. Là, on avait choisi un thème sur Fukushima qui nous avait beaucoup marqué quand on était en Chine, l'explosion de Fukushima. Et on retravaille cette peinture par ordinateur pour la transformer en quelque chose de différent, puisque c'est de l'art numérique, c'est-à-dire un art qui est peut-être plus précis, qui est plus froid aussi, parce qu'on passe par la machine numérique, l'ordinateur. Mais c'est pour montrer aux gens aussi que peut-être le départ d'une idée passe par la main. La main est toujours très utile, le cerveau est relié directement à la main. Mais pourquoi ce prolongement alors de votre travail sur ordinateur? Pourquoi ce besoin ou cette envie? Parce que les moyens numériques, informatiques, numériques, et c'est un moyen formidable, ça nous permet d'envoyer par exemple un dossier à l'autre bout du monde et de manière très simple. Et ça nous permet de travailler à l'international de manière beaucoup plus facile, d'être un petit peu partout. Et puis c'est un moyen indépendant. Et c'est pas les mêmes effets que la peinture traditionnelle. Donc c'était aussi une tentative de découvrir, d'explorer les autres moyens d'expression que les moyens conventionnels ne peuvent pas apporter. Et c'est un moyen du coup qui permet également de partager votre art avec le plus grand nombre. Est-ce que l'un et l'autre dans votre travail, vous avez dû apporter chacun vos techniques, vos symboles? Je crois que vous étiez particulièrement sensible à la mythologie chinoise. Oui, c'est ma culture, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et donc forcément c'est des choses qui sont parlants pour moi et j'utilise et qui sont petit à petit devenues parlants pour Benoît aussi. Et on utilise beaucoup, on s'intéresse beaucoup à l'art numérique, à l'art populaire en Chine. Et c'est un monde de couleurs vives et qui l'intéresse beaucoup. Oui, il y a beaucoup de formes animales, un peu des chimères, il y a beaucoup de légendes un peu extraordinaires avec des pouvoirs magiques. C'est un monde assez chamanique encore. C'est ce qu'on retrouve bien d'ailleurs sur vos tableaux, des couleurs très vives. Vous parliez des chimères, à chaque fois on retrouve les dragons, cet univers presque onirique, est-ce qu'on pourrait le dire? Oui, presque onirique, mais on peut retrouver ça dans l'art du Moyen-Âge ici aussi. Avec le bestiaire. Oui. Donc on n'est pas très loin finalement de l'imaginaire chinois.
Alors tout à l'heure, je vous qualifiais d'artiste peintre, mais vu que vous passez par ce médium en fait informatique, est-ce qu'on peut toujours s'en tenir au qualificatif d'artiste peintre ou ça ne suffit plus? On se présente plutôt comme artiste visuel parce qu'on touche beaucoup de supports différents, pas que la peinture, mais la base. euh, Quand même, la peinture occupe une place très importante dans notre travail. Oui, mais au fond, ce qu'on fait, c'est des images. Ouais. Donc on est des artistes visuels. Ouais. Alors vous exposez donc, vous proposez votre travail à la Commanderie des Templiers, mais vous êtes artiste en résidence également à la Commanderie jusqu'en juin 2016. Quels sont les temps forts de votre résidence? Est-ce que vous allez partager des ateliers avec les enfants? Exactement, donc nous sommes en train d'animer une série d'ateliers avec l'école Gagarine et on va aussi travailler avec les autres structures de la région et probablement on va participer aussi à la Nuit des musées en 2016, j'ai déjà annoncé ça, et puis d'autres... Donc oui, on sera très présent dans la région et avec les enfants, c'est très important pour nous aussi de transmettre un peu tout ce qu'on a vécu à ces enfants et aussi de leur montrer que l'art numérique, c'est pas seulement des jeux vidéo, qu'on peut faire beaucoup de choses avec un ordinateur et pas se limiter à aller sur YouTube ou sur Internet pour rechercher des images. On peut en créer facilement. Ouais, le premier temps fort, c'est l'exposition qui est en cours, qui se termine le 29 novembre. Oui, et puis tous les Est-ce qu'il y aura des ateliers grand public ouverts Il faut aller sur le site pour voir Oui, pas l'agenda. tous les ateliers ne sont pas encore finis, il y a encore des possibilités. Oui, donc il bien faut sûr. s'adresser. Nous, on est ouvert à toutes sortes d'ateliers. On en a déjà fait pas mal en Chine, quand nous habitions en Chine. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire. C'est un peu l'idée de transmettre une technique et un imaginaire aux gens. Alors Benoît Beau, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau aujourd'hui. Je rappelle que l'on pourra retrouver votre exposition Jardin des Monts et des Mers à la Commanderie des Templiers d'Elancourt jusqu'au 29 novembre. On poursuit notre émission avec une autre résidence artistique, celle de l'ensemble Jeannequin à la Meurice de Trappes pour la reprise de leur spectacle Zani. Vous pourrez les retrouver sur scène le samedi 7 novembre à 20h30 à Trappes. Loufoque, décalée et joyeuse, Zani est la dernière création artistique de l'ensemble Clément Jeannequin, formé depuis 37 ans. Il répète actuellement à la Meurice de Trappes ce spectacle fidèle à l'esprit de la troupe. Il tire son nom d'un compositeur de la première moitié du XVIe siècle. Il faut juste expliquer que le XVIe siècle, surtout la première moitié, est une période de liberté en fait. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'écrire la musique comme on veut, on a surtout le droit de mettre en musique des textes qui peuvent être parfois très grivois. On peut mettre en musique ce qui vous entoure, le chant des oiseaux. Et Clément Jeannequin est un compositeur qui a réussi à faire la synthèse de tous les courants musicaux de l'époque en mettant en musique des choses qui sont extrêmement colorées et variées. Du madrigal polyphonique mis en musique de la Commedia dell'arte et associant tous les arts, l'ensemble Jeannequin a souhaité moderniser et théâtraliser la mise en scène du spectacle pour que celle-ci reste compréhensible. Car à l'époque, le principe du concert n'existe pas. On a pris le parti pris dans tous les instruments et d'épurer au maximum la polyphonie pour que chaque personnage garde son identité. Donc des fois on s'amuse à imiter les instruments pour accompagner les personnages. Mais donc il y a 6 chanteurs là et 6 personnages pour que ce soit plus compréhensible. Zani est un opéra interprété en vénitien du XVIe siècle totalement a cappella. Sur scène, 6 hommes façon Marx Brothers, alternant rôles féminins et masculins, car à l'époque, peu de femmes étaient autorisées à vivre de la musique. Ce que j'ai essayé moi donc là de construire, c'est une histoire à partir de madrigaux différents. Voilà. Donc le défi était effectivement d'avoir une histoire qui se tienne, qui est chantée en italien, mais qu'en même temps que le public français pouvait comprendre du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très visuel aussi. C'est très burlesque, ça bouge beaucoup. Donc en fin de compte, c'était que visuellement, ça puisse le faire. Pour découvrir cette création artistique burlesque et très visuelle avec le célèbre contre-ténor Dominique Vis, rendez-vous à la Meurice de Trappes.
Jean-Philippe Luce, adjoint au maire chargé de la culture de la ville de Bois d'Arcy, vient de nous rejoindre en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Philippe Luce, vous venez nous présenter le lancement du festival Le B.A.B.A., la bande-annonce à Bois d'Arcy, qui aura lieu samedi soir au cinéma de la Grange à partir de 19h30. Alors on sait que la ville de Bois d'Arcy avait par le passé un festival de cinéma qui a été arrêté. Pourquoi cette volonté de reprendre avec un festival de la bande-annonce ? Alors absolument, c'est une première pour nous. Depuis que nous sommes arrivés en mars 2014 à la tête de la commune de Bois d'Arcy, on a repensé et revu la politique culturelle et notamment la politique cinématographique. Comme vous l'avez dit, il y avait un festival Mémoire d'étoiles qui avait lieu tous les ans sur une dizaine de jours. Qui était un festival thématique. Qui était un festival thématique, mais le problème de ce festival était trop élitiste et un peu vieillissant. Et donc on a voulu repenser l'intégralité de cette politique cinématographique en découpant en différents temps, au cours de la saison culturelle, avec une programmation été, parce qu'on avait fait cet été les ciné-étés ou le cinéma en plein air avec le partenariat du conseil départemental, mais aussi à chaque événement de l'année une diffusion de films en lien avec ces grands événements, notamment les événements sportifs ou les événements liés au 11 novembre ou au 8 mai, mais aussi les mardis du cinéma qui commencent depuis la rentrée et surtout ce festival de la bande-annonce que nous lançons à partir de samedi, qui sera notre première édition. Pourquoi la bande-annonce ? Parce qu'en fait, la bande-annonce, c'est un sujet qui n'est pas traité ou très peu traité au niveau national. Il n'existe pas de festival sur cette thématique-là. Et c'est une thématique assez importante puisqu'en fait, sans la bande-annonce, on n'a pas forcément envie d'aller au cinéma. C'est le premier pas vers le film. C'est ce qui nous attire, qui nous donne envie ou pas d'y aller. Donc on avait envie de traiter ce genre à part entière parce qu'en effet, il y a un vrai travail au-delà du film pour préparer cette bande-annonce et faire qu'on va diffuser telle ou telle bande-annonce. Alors le nom du festival est vraiment à l'image, selon vous, de l'importance de la bande-annonce dans l'industrie cinématographique. C'est vraiment l'essentiel, le B.A.B.A. Exactement. Alors c'est un jeu de mots aussi avec le fait que ce bande-annonce à Bois d'Arcy, mais c'est aussi en effet le B.A.B.A. puisque c'est le point de départ d'un film. Sans cette bande-annonce, sans ce B.A.B.A., les gens n'iraient pas à la projection cinématographique. Donc c'est un nom totalement bien trouvé. Et c'est vrai qu'on le voit parce que lorsque certaines bandes-annonces en fait divulguent trop le film est un flop. Et au contraire, si la bande-annonce est bien faite, ça peut engendrer le succès du film. Et on le voit d'ailleurs avec les boîtes de production qui externalisent le service de la production des bandes-annonces. Mais c'est exactement ça. C'est un vrai métier et c'est tout l'intérêt de la présence. Et on est ravis, on en reparlera sûrement après, de Vincent Perrault qui va nous décrypter les bandes-annonces. Il faut savoir attirer sans tout dire. Parce que si on va au cinéma et qu'on a tout vu dans la bande-annonce, on a un arrière-goût de « je me suis ennuyé ». Donc c'est la vraie problématique et il y a plein de choses qu'on va décrypter lors de cette soirée pour expliquer aux gens l'intérêt de la bande-annonce et comment elle est construite. Alors Bois d'Arcy, c'est également les archives du CNC, Centre national de cinématographie. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle particulier au sein de ce festival ou pas ? Alors, ils ont un rôle particulier, ils travaillent avec nous sur le festival, mais aussi sur les mardis du cinéma, et on a la chance avec eux de diffuser la première bande-annonce française. Donc on n'en dit pas plus, mais c'était la première bande-annonce qui a été faite à l'époque, donc 1913, je crois, ou un peu plus tard, mais c'est très très ancien, et donc on a la chance de pouvoir la diffuser grâce au CNC. Donc vous le disiez tout à l'heure, c'est un festival qui va être présenté par Vincent Perrault. Il y aura une quarantaine de bandes annonces qui seront présentées, rangées par ordre thématique, pendant 2 heures. Donc vous ouvrez à partir de 19h30. Et pourquoi alors votre choix s'est porté sur Vincent Perrault ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Ah oui, clairement. C'est vrai que c'est étonnant quand on regarde comme ça. On se dit, mais Vincent Perrault, on le connaît. C'est Disney Channel, c'est les grosses têtes, c'est les voitures. Et alors, pas du tout. Enfin, évidemment, c'est ça, on le connaît pour ça, mais c'est aussi un très très grand cinéphile. Et il fait plus qu'animer la soirée, c'est qu'il a énormément travaillé avec nous en amont sur la préparation de cet événement. Et la très grande majorité, pour ne pas dire l'intégralité des bandes annonces, viennent de son vivier personnel. Il dispose de plus d'une centaine de bandes annonces et il a travaillé avec nous sur la constitution du déroulé, sur les différentes bandes annonces qui vont être proposées, les thématiques, les organiser et le décryptage. Donc c'est un vrai cinéphile qui va pouvoir apporter énormément à cette soirée et faire vivre cette soirée pour que toutes les personnes qui seront présentes samedi soir puissent apprendre un maximum. Et du coup, à chaque bande-annonce, il aura une petite anecdote et il expliquera pourquoi est-ce que c'est une bonne bande-annonce, pourquoi une mauvaise, et ce qui s'en est suivi pour le succès ou l'échec du film, c'est ça ? Alors, comme vous l'avez dit, il y aura une quarantaine de bandes-annonces, donc on ne pourra pas le faire à chaque bande-annonce. Par contre, en effet, sur certaines, plus à chaque thématique, il interviendra pour décrypter la bande-annonce, expliquer comment elle a été construite, pourquoi elle a été construite sous cet angle-là, et ce qui fait qu'elle est une bonne bande-annonce ou pas.
Très bien, eh bien écoutez, rendez-vous le samedi 7 novembre au cinéma de la Grange de Bois d'Arcy à partir de 19h30 pour le festival de la bande-annonce. Jean-Philippe Luce, merci d'avoir été avec nous en plateau. On poursuit toujours dans le cinéma avec notre rubrique cinéphile. Qu'avez-vous pensé des sorties de ce mercredi 4 novembre? Vos avis au micro de Camille Lambert. C'est un film qui a été repris, un thème qui a été repris des tas de fois. Et là, ils en ont fait autre chose. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a beaucoup plu. Le thème, c'est l'Exode, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est l'histoire entre le père et le fils. C'est quelque chose qui n'a pas été traité par ailleurs. Et c'est vraiment un très bon film. C'est Hardy, c'est très bien, c'est toujours très bien ce qu'il fait. Très agréable. Les voix étaient très intéressantes, notamment Jean Rochefort, très drôle. J'avais déjà vu d'autres films de cuisine aussi, mais celui-là, c'est un truc américain, donc on va dire qu'ils savent faire, mais comment dire, les cuisiniers, ils vont dévorer ce film-là, je pense. Oui, c'était assez représentatif de la cuisine. En plus, on est du milieu, donc voilà, on a apprécié. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a de l'émotion. De temps en temps, oui, il y a des répliques qui sont drôles, amusantes. Et malgré tout, ça reste un film très sensible et plein d'émotions. Ce film m'a beaucoup plu. Et je vais en profiter pour le recommander à plusieurs personnes, parce que vraiment, il est remarquable, quoi, en fait. Cette semaine, c'est Bertrand Pinet du cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École qui nous donne son coup de cœur sur les films à l'affiche. Cette semaine, au cinéma Les Yeux d'Elsa, le coup de cœur, c'est un coup de cœur du mois. C'est le mois du film documentaire, le mois de novembre. Et du coup, on vous a programmé plein de documentaires, mais en particulier un qui nous tenait à cœur. Un film qui s'appelle Compostelle, le chemin de la vie de Freddy Mouchard. Compostelle, le chemin de la vie, c'est un film que nous proposerons pendant 4 semaines pendant le mois du film documentaire, mais aussi qui est important pour nous parce que nous recevons le réalisateur ce vendredi 6 novembre à 20h30. C'est un film qui vous parlera du chemin de Compostelle, évidemment, comme son nom l'indique, mais pas du tout comme un chemin de prière ou comme un chemin religieux. Il vous en parlera comme d'un chemin spirituel. C'est un très très beau film qui s'appuie vraiment sur les paysages, sur le trajet, sur la longueur du trajet du chemin de Compostelle, sur l'épreuve physique que ça peut représenter, sans jamais s'attarder trop sur des parcours de personnes. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'acteur dans ce film, le chemin est le seul acteur, puisqu'en fait, toutes les randonneurs qui sont partie prenante du film ne sont là qu'en voix off, ne sont qu'entendus et jamais filmés. Et ça donne un film très très beau, du coup, très profond, sur la spiritualité associée au chemin de Compostelle, mais aussi et surtout sur la randonnée et sur le fait de marcher, et sur ce que ça provoque, autant intérieurement que psychologiquement, enfin physiquement que psychologiquement. Voilà, c'est donc vraiment une très belle découverte à découvrir tout au long du mois de novembre au cinéma Les Yeux d'Elsa et en particulier le vendredi 6 novembre en présence du réalisateur Freddy Mouchard. En vous espérant vous retrouver très nombreux et bientôt. Merci. Et maintenant, retour sur notre plateau avec Vladimir Steyer qui vient de nous rejoindre pour assistant metteur en scène de Notre peur de naître aux côtés de Fabrice Mourgia qui va nous décrypter la mise en scène de la pièce. Vladimir Steyer, bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, Notre peur de naître en fait c'est une pièce qui a été représentée hier au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. La salle était pleine, voilà, plus de 800 personnes. Voilà, dans ce superbe théâtre, donc on était très heureux de cette représentation. Est-ce que le succès de cette pièce justement tient à la mise en scène, à la scénographie vraiment qui est marquée de l'empreinte de Fabrice Mourgia? Oui, je pense qu'en tout cas il y a quelque chose de très atypique dans l'univers scénique de Fabrice Mourgia qui met en scène du coup la vidéo comme un élément à part entière du Oui, c'est vraiment pluridisciplinaire. On a vraiment la vidéo, le théâtre, le son, la lumière. Oui, voilà, il y a vraiment quelque chose qui mélange toutes ces disciplines au service d'une histoire. Parce que Notre peur de naître, c'est avant tout une histoire sur notre monde contemporain. Fabrice Mourgia, on le rappelle juste, qui a eu le Lion d'Or en 2014 à la Biennale de Venise. Alors justement, Fabrice Mourgia, qui est aussi un habitué du questionnement des problématiques générationnelles, cette fois-ci a cherché à interroger la solitude de l'homme moderne à l'ère du virtuel. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Alors, quelque chose qui frappe beaucoup Fabrice, c'est quand il est en train, quand il passe la nuit devant des immeubles, il voit des petites bulles de chaque fenêtre et tout, il se dit, tiens, qu'est-ce qui se raconte
comme histoire individuelle derrière chaque fenêtre. Et donc il a décidé de mettre en avant 4 histoires pour ce spectacle, et donc chacune caractéristique d'un archétype de la solitude contemporaine. Donc on a aussi bien quelqu'un qui fait face à une solitude liée à une détresse amoureuse que quelqu'un qui s'enferme complètement chez lui, là, en passant par une solitude liée du coup vraiment à l'opposé, à un trop-plein d'activités pour combler un vide existentiel. Et il y a un autre personnage aussi qui a une solitude liée à une forme d'immigration, les gens qui sont immigrés et qui se retrouvent un peu en marge de la société. Et c'est également inspiré du phénomène japonais hikikomori. Alors qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Alors les hikikomori, donc c'est un mot japonais qui veut dire vivre replié sur soi. Et donc c'est un phénomène qui existe depuis une quinzaine d'années, d'abord au Japon, mais qui arrive de plus en plus en France. Et donc c'est des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui décident de vivre repliés sur eux-mêmes dans leur chambre. Et donc qui se coupent complètement du monde extérieur, qui limite tout le contact qu'ils peuvent avoir avec d'autres humains. Donc s'ils ont besoin d'aller s'acheter à manger, ils sortent de nuit pour aller à des distributeurs, ou sinon ils se font livrer chez eux. Voilà, tout ce qui est nourriture ou produits de première nécessité. Donc c'est un vrai choix en fait, un choix de vie. Alors c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop. Il y a certains psychologues qui parlent de pathologie sociale. Comme c'est quelque chose qui est très récent, il y a très peu d'études qui permettent d'avoir du recul réel sur ça, mais on oscille entre quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la pathologie, c'est-à-dire sociopathe, et de l'autre qui est un vrai choix, je dirais politique, un peu comme les ermites qui, au Moyen-Âge, se retiraient du monde pour aller méditer dans le désert ou dans une grotte. Et comment, alors, on peut s'interroger, comment est-ce que vous avez réussi à mettre en scène cette solitude? Elle passe par quoi? Alors donc nous, on a travaillé sur plusieurs, un premier temps, tout un temps d'impro, sur différents types de solitude. Et suite à toutes ces improvisations faites par les comédiens, Fabrice a écrit différents scénarios. Alors Fabrice, il a un univers avec beaucoup de vidéos et il travaille en fait sous forme de storyboard, comme un réalisateur de cinéma. C'est pas du tout un auteur de théâtre dit classique avec acte 1, scène 1. Il crée différentes scènes, souvent d'après des images très fortes, et ensuite il les remalaxe différemment comme un monteur au cinéma. En fait. Mais vraiment pour exprimer la solitude, en fait, cette solitude, elle passe par la mise en scène d'une interface à chaque fois entre le comédien et sa pathologie, on va dire, ou son rapport à la société. Donc je crois qu'il y a un dictaphone pour l'un de vos personnages, il y a un téléphone portable également. Donc c'est vraiment la critique du numérique qui forme un écran entre la société et l'humain, on va dire. Alors en tout cas, je ne sais pas si c'est une critique, mais en tout cas c'est un constat qu'aujourd'hui, quelque chose de très paradoxal, qui est qu'on est de plus en plus connectés. Grâce aux nouvelles technologies, via Skype, qui peut nous permettre de parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde, et qu'en même temps, on est de plus en plus seul. Et le constat, qui est très frappant, c'est on est dans le bus, dans le métro, et tout le monde est derrière son écran de téléphone. Et même aujourd'hui, on voit des couples au restaurant qui, au lieu de se parler en tête-à-tête, il y a toujours entre eux ce filtre qui est le téléphone portable, le smartphone. Et donc, c'était... C'était une réflexion sur comment ces accessoires liés au nouveau monde peuvent être un frein, simplement une création de communauté humaine. Et on va le revoir d'ailleurs à l'image. On voit vraiment que sur la scénographie, vous avez cherché en fait à créer un cadre fluorescent tout autour pour qu'on ait l'impression d'avoir comme être face à un écran de photo ou un écran de cinéma. Oui, totalement. Ça peut être aussi l'écran d'ordinateur. Et donc, ce cadre de scène lumineux sur lequel on projette également beaucoup de vidéos et aussi un filtre entre ce qui se passe sur la scène et ce que ressentent les spectateurs. Comme si on avait toujours des empêchements dans notre société pour être pleinement avec les autres. Alors, cette critique de la conceptualisation numérique du futur n'est pas négative parce que je sais que pour Fabrice Mourgiat, derrière se cache un message d'espoir pour peut-être faire naître justement une contre-culture.
Vladimir Steyer, merci d'avoir été en plateau pour nous décrypter notre peur de naître. Et avant de se quitter, je vous propose maintenant quelques dates culturelles à noter dans vos agendas. Vendredi 6 novembre à 19h30 à l'Estaminet de Manille-les-Hameaux pour Rien ne se perd avec le collectif de la Bouée, une comédie absurde et 100% récup. Le défi, monter un spectacle à empreinte carbone zéro. Résultat, un texte hilarant et absurde où la première fois Courteline répond à Shakespeare. Extrait. Bonsoir. On s'est lancé un défi, faire un spectacle à empreinte carbone zéro. Alors on récupère, on rafistole, on recycle les cuillères en plastique, les pots de yaourt, les papiers journaux, les boîtes à camembert, les rideaux, les acteurs et surtout les auteurs. Vous êtes venus écouter une histoire, alors autant vous servir le meilleur. Du rocambolesque, de l'amour, du sang, du rire, du suspense, des petits oiseaux et des jolis mots. Surtout des jolis mots. Samedi 7 novembre à 18h à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt pour Angels in America, une grande fresque des années 80 made in USA, une peinture au vitriol de la société au dialogue fulgurant avec un souffle d'enfer. Et enfin, je vous propose dimanche 8 novembre à 17h de retrouver l'ensemble Stravaganza pour un concert de musique classique au cœur de Port-Royal des Champs, sonate à 2 violons, viol de gambe et basse continue. Fin du kiosque pour cette semaine, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Très bonne soirée à tous.